Signature avec les clés, et là on est sur le bord de la route et je vais vous présenter et on va redécouvrir ce que nous depuis les visites etc, c'est vrai qu'on n'a pas tiré de plan sur la comète, on n'a pas tout découvert, il y a vraiment des endroits de ouf. On a signé chez le notaire, normalement il y a un étang qui fait 100 mètres de long, mais moi je l'ai jamais vu quoi. Donc là, quand on arrive dans la maison, le seul chauffage qu'on voit, enfin la seule chaudière qu'on voit c'est ça. Ouais. Me dis pas que c'est ça qui chauffe toute la maison. Si. La presqu'île, là ça revient là, la petite pointe du hoc, et là ça part sur l'étang, ou la mare, ou je sais pas comment on appelle ça. Bonjour. Bonjour Lucien. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bah très bien, voilà, un petit projet qui avance. C'est vrai que ça fait longtemps que vous en avez parlé sur cette chaîne YouTube. Je vous avais dit, est-ce qu'on ferait pas une vidéo avec un banquier qui pourrait expliquer le financement, avec un architecte? Et c'est vrai que dans les vidéos, il y a plein de commentaires de gens qui me disaient, mais à quoi ça sert un architecte? À rien. À rien, ouais. À rien. J'avais posé la question parce que ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble sur plein de projets. Il y a un énorme intérêt, mais l'idée c'était de montrer aujourd'hui quel était l'intérêt. Parce que tout le monde se dit, bah oui, mais ça coûte de l'argent de faire intervenir un architecte sur un projet, que ce soit du neuf, de l'occasion, de la rénovation. Moi, je suis plus dans la rénovation parce que j'ai jamais fait de construction neuve. Là, l'idée aujourd'hui, c'était que tu nous expliques un petit peu quel était l'intérêt pour le client, parce que ça coûte de l'argent, mais en échange, on peut gagner beaucoup de temps, beaucoup de frais, du savoir-faire qu'on n'a pas. Moi, je le vois moi, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire, en gros, en deux mots, quel est le cœur de ton métier? Nous, en tant qu'architecte, on est concepteur et maître d'œuvre. Donc, l'objectif, c'est de partir d'un projet porté par un client, de l'aider à l'affiner en programmation, de le dessiner, de le rendre crédible, avec ensuite un budget, faire cette synthèse économique et puis architecturale, pour ensuite avancer vers la maîtrise d'œuvre, chercher les entreprises, le construire, le réaliser, c'est au global. Il y a des projets comme ici, on va revenir parce que là on a des plans et tout. Là c'est la dépendance de la maison de YouTube comme on l'appelait. Et en gros, moi ce que je vois, tu me corriges si je me trompe, mais le gros intérêt que je vois tout de suite, pourquoi travailler avec un architecte? Parce que vous pourrez vous dire, quelqu'un qui a un peu l'habitude, moi ça fait des années que je le fais, pourrait me dire, écoute, la dalle en béton, j'appelle une entreprise, je fais une dalle en béton. Là, la charpente, moi je vois qu'elle est pourrie, elle a été renforcée, là il y a eu ça, là il y a eu ça, je le fais, machin. Quel est le problème que je vais rencontrer tout de suite? Permis de construire. Enfin, exactement. Je sais même pas si ça s'appelle un permis de construire. Si, ici on va être sur un permis de construire parce qu'on a vraiment un changement de destination de grange vers habitation, avec une surface importante. Et donc on va forcément être obligé de déclarer un petit peu tout l'aspect extérieur et l'aspect fiscal qu'on retrouve aussi dans un permis de construire. Qui va être ensuite enregistré par la mairie, distribué à tous les services administratifs. Pour être sûr qu'on n'oublie pas de payer des impôts. Exactement. Déjà, tu vois, tout ça, là, rien qu'à en parler, au bout de 3 secondes, il y a des trucs que je savais même pas. Là, tout de suite, tu me demandes un projet comme celui-ci, si c'est un permis de reconstruire. Est-ce qu'il faut d'abord un permis de démolir, peut-être pour enlever le toit? Je sais pas. Est-ce qu'il faut un permis de construire? Là, tu viens de nous donner la réponse. La grosse différence, c'est quand il y a un changement de destination. Ça, c'est pareil. Par exemple, ici, comme on dit, souvent, on le voit sur le cadastre ou sur les photos des plans. Il y a du jaune foncé, ça, c'est de l'habitation. Jaune clair, c'est de la dépendance. Mais c'est possible, des fois, même dans un endroit où c'est pas constructible, d'avoir un permis de construire pour changer la destination, par exemple, d'ici, en habitation. Mais tout ça, faut de l'expertise, du savoir-faire. Et ça, si t'es pas architecte, tu vas à la mairie avec ton petit dossier et tes photos. En général, tu te fais défoncer, quoi. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a quelques années pour mettre un portail chez moi. Je voulais refaire mes trucs. À chaque fois, on m'a refoulé. À chaque fois, on m'a dit non, il manque une pièce. Mais la pièce, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est aussi dur que de remplir un truc d'impôt à la fin de l'année. Et puis, je te donne un autre argument, c'est qu'aujourd'hui, Enedis, si on leur demande de tirer une ligne pour rendre indépendant en alimentation l'ensemble de cette future habitation, ils vont te demander un permis de construire. Et la ligne, ils pourront pas la tirer tant que tu n'auras pas présenté le permis de construire. Et donc on a des garde-fous un petit peu partout, comme ça, même chez les concessionnaires, qui te demandent finalement de centraliser cette information avec l'urbanisme pour te dire, ok, tous les feux sont au vert, on peut lancer ensuite cette campagne de travaux. Mais c'est un taf de malade parce que, comme tu dis, tu peux pas arriver à la mairie, il faut des rendez-vous, il faut aller voir l'urbanisme. Eux, il faut parler leur langage. Ensuite, ils vont te demander des dossiers que tu sais pas remplir. Donc déjà, rien que pour le côté administratif, je trouve que c'est un gain de temps et surtout, tu avances dans ton projet. La deuxième chose, c'est que tu peux nous présenter des choses visuelles. Exactement. Donc ça, c'est quoi? C'est quoi le plus gros dans ton taf? Est-ce qu'il y a, je sais pas, nous, dans notre magasin de voitures Shiftech, la moitié, c'est les cartos éthanol, l'autre moitié, c'est les cartos puissance diesel. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais toi, peut-être que c'est la moitié du dessin et l'autre moitié des démarches administratives. Qu'est-ce que c'est le gros du travail d'un architecte? La conception, ce qui fait souvent rêver quand on dit je veux être architecte. Dessiner une baraque. Dessiner une baraque. Voilà, nous,
fait aussi des ERP, donc pharmacie, maison médicale, crèche, etc. Ça représente 10-15% du temps à passer sur un projet. Selon les échelles, ça peut être plus important, on peut rentrer plus finement dans le dessin, mais cette conception-là, elle est finalement minime. Ensuite, il y a beaucoup de temps de production, de mettre en forme cette conception, qui se font avec les équipes. Là, on va arriver peut-être à 30% du temps, 40%. Et puis ensuite, on a un gros travail de synthèse, d'appel, d'organisation des équipes, de synthétisation de l'information avec les bureaux d'études, avec les services tels que les ABF, que tu connais bien, services de la ville, les concessionnaires, les entreprises ensuite pour la préparation du chantier. Et tu fais plus d'habitation perso ou comme tu dis, une pharmacie, un magasin de moto, c'est plus du pro ou du perso? Alors nous, dans notre entreprise, on est assez généraliste. On fait du pro, du perso, on fait beaucoup de réhabilitation, mais on fait aussi du neuf. On développe du tertiaire, on développe les établissements recevant du public, donc maison médicale, crèche, réfectoire scolaire. Donc c'est des ERP que tu connais aussi. Et on en fait beaucoup. C'est hyper intéressant. Ton client, il arrive, il te dit, par exemple, on prend un client lambda, mais c'est certainement pas ça le lambda. En fait, je pense que tout le monde a son budget, ils ont des vies de famille, des choses. Mais le client lambda qui arrive, tiens, je veux me faire construire une maison. Il vient te voir, tu lui dis, tiens, je voudrais un truc dans telle ville, avec un garage, avec une piscine, avec ça, avec telle ou telle option. Toi, tu vas avoir ta phase qui va en prendre 15% du projet où tu dessines la maison, tu fais les modifs avec ton client, mais après, c'est toi qui vas trouver toutes les entreprises qui vont intervenir. Oui. Autant le mec qui va mettre la meilleure pompe pour la piscine, comme le mec qui va mettre les ardoises. Exactement. Et le terrain. C'est la consultation générale des entreprises et la préparation du chantier. Actuellement, on a une construction de maison neuve, par exemple, en Charente-Maritime. Bon, on est allé chercher des entreprises qui font des macro-lots. Ici, on a un maçon couvreur, on a un charpentier, menuisier et plaquiste, et on a une entreprise qui fait électricité, chauffage, ventilation. Et ces trois entreprises-là représentent tous les corps d'État pour construire la maison. On a ensuite une autre entreprise qui est venue faire le VRD, donc le pourtour de la maison. Et là, on peut construire une maison. Mais parfois, c'est 8 entreprises différentes qui interviennent sur le chantier. Et est-ce que c'est toi ou quelqu'un de ton équipe qui se déplace ensuite pour dire, bah tiens, c'est pas cool, il y a une ardoise, c'était pas comme ça, là dans le coin, c'est un peu moche. Ou est-ce que tu... C'est moi. Ah, c'est toi? Ah ouais. Parce que du coup, un maître d'œuvre, c'est encore un autre métier. Alors nous, on est architecte maître d'œuvre, comme je disais au début. On a du coup ce suivi de travaux. Alors après, quand les équipes grossissent, on délègue aussi certains chantiers à notre personnel. Mais on fait ce suivi-là parce que c'est toute la responsabilité du dessin. C'est-à-dire qu'on a cette connaissance du projet très fine, de qu'est-ce qu'on a prévu, où et comment, de la qualité attendue, des bonnes mises en œuvre, des DTU, c'est les documents techniques unifiés qui mettent une certaine réglementation sur une pose de matériaux, une combinaison de matériaux et de produits. Et donc nous, on est garant de cette qualité-là. Ce suivi de chantier qu'on va faire hebdomadaire, parfois même quotidien, c'est la bonne façon de passer du coup du projet à la réalisation et d'assurer à la fin que le client il ait une construction qui soit impeccable. À Nantes, quand on a fait les bâtiments pour Shiftech et le magasin de moto, c'était une entité complètement à part. Alors, le gars, lui, il a pas géré la fabrication, la construction, mais lui, il venait juste vérifier que le plombier avait bien fait son taf, que les tuyaux étaient au bon endroit, la quisse, le truc et tout. Et ça, au début, je comprenais pas. Je me disais, mais qui c'est ce gars-là qui vient tout vérifier? Un maître d'œuvre. Il a rien fait dans le champ de thé. Je me dis, c'est pas lui qui a dessiné le truc, mais c'est lui qui doit vérifier si tout est à sa place. Alors après, tu peux trouver aussi des conducteurs de travaux sur des entreprises qui internalisent toutes les compétences, qui vont avoir ce poste un peu de conduite de maître d'œuvre, mais en interne pour l'entreprise. Donc c'était peut-être ça pour Shiftech. Tu retrouves ça sur des grosses entreprises, les Vinci, Bouygues, Eiffage. Comme ils ont un petit peu tout en internalisé, ils ont des conducteurs de travaux qui font la partie opérationnelle. Ça, alors qu'on a eu à Nantes, super intéressant. Mais là, vous voyez déjà, il y a des moments, je pense qu'il y en a qui ont été des fois perdus dans des termes un peu techniques, sur des chantiers, sur de la construction, etc. Ce que j'entends souvent autour de moi, c'est des jeunes, soit des jeunes couples, soit des gens qui sont tout seuls, qui vont, et ça je le vois vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'est moi? Sûrement aussi parce que je suis à la campagne, et que du coup les gens qui m'entourent sont aussi des gens de la campagne qui vont acheter des maisons pas trop chères, les retaper, etc. Et je vois un truc qui est énorme, et je pense que vous les agents immobiliers, les notaires qui regardent ces vidéos, d'ailleurs ça fait plaisir, parce qu'à chaque fois on a des architectes qui répondent à des choses que j'aurais pu dire, ou même des conneries des fois, en me corrigeant, mais c'est hyper intéressant, parce qu'à chaque fois t'as un architecte, t'as un notaire, t'as un banquier, t'as des gens qui vont donner des infos dans les commentaires, et toute une dynamique dans la zone commentaire qui est hyper intéressante. Et c'est vrai que moi, ce que je vois autour de moi beaucoup, je sais pas si toi aussi dans ton métier tu le ressens, il y a énormément de gens qui se lancent, qui commencent des travaux, et moi j'ai visité une tonne de maisons où t'as la moitié du placo qui est fait, des tuyaux qui ressortent, mais c'est pas fini, parce que les gens, le gros problème, et c'était aussi tout l'intérêt de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui se lancent, et j'en vois autour de moi, hein. Ils achètent une maison, ils cassent tout. Mais moi je vois le prix des travaux, je vois que les nouveaux bureaux où Valentin, Hugo, les gars ils travaillent, je vois que ça nous a coûté 100 000 balles. La toiture était nickel, les murs étaient nickel, entre la dalle en béton, l'aménagement, le placo, la plomberie, les luminaires, un bout d'escalier, le temps, la main d'œuvre, l'électricité, le consuel, les DTU, les machins, tous ces trucs que je connais même pas. Et à la fin, ça nous a coûté 100
000 € de travaux. Et il y a des gens, ils se disent, j'ai une maison qui fait 200 mètres carrés, j'emprunte 50 000 balles pour faire les travaux, mais ils sont à côté de la plaque grave et ils cassent tout dans la maison, du carrelage et des trucs. Et là, quel serait l'intérêt de ton intervention dans quelque chose comme ça? Est-ce que ça peut être dès le départ de dire, bah là, faut pas se lancer? Oui, alors nous, on a ce rôle ce devoir de conseil, d'essayer d'orienter, quand on a des petits projets comme ça, les personnes vers ce qui est le plus stratégique à faire. C'est vrai que quand tu es limité par ton prêt, parce que tu as acheté cher et puis t'as pas beaucoup de prêts travaux, les honoraires d'archi, les entreprises ensuite à faire intervenir, l'enveloppe, elle explose. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup d'autoconstruction, mais dans l'autoconstruction, il faut être suffisamment indiqué, suffisamment conseillé pour pas se lancer à faire n'importe quoi, parce qu'il y a aussi des règles à respecter. Puis le jour où tu revends chez le notaire... Voilà, on est responsable des travaux qu'on fait. Hein. On peut vendre le bien et être poursuivi 5 ans après parce que les travaux, ça s'est cassé la figure, ça respectait aucune réglementation. Et puis le nouvel acheteur, il se dit attendez, moi j'ai acheté une maison, je savais pas, vice caché. Donc on est pénalement répréhensible. Nous, sur ces devoirs-là de conseil, on va avoir du mal quand même à faire des missions globales ou un accompagnement qui va coûter 10% du montant de travaux et même plus sur ce type de petites missions parce qu'il faut aussi qu'on fasse vivre notre entreprise avec ces projets-là. On va avoir du mal à l'accompagner, donc on va surtout faire du conseil et de la stratégie pour orienter le particulier, quels travaux sont nécessaires, quels travaux seraient économiques et efficaces dans la réhabilitation. Et par exemple, comme tu le dis, quand on arrive et qu'on dit la cuisine elle est moche, c'est pas une cuisine Pinterest, je casse tout, je refais, une cuisine, c'est vite 15 000 €. Ah oui, donc est-ce que simplement en repeignant ou en faisant un béton ciré sur le plan de travail, on n'est pas en train de changer complètement l'esthétique de la cuisine? Pour 1 400 € on s'en sort et on a une cuisine qui paraît neuve. Donc c'est ces stratégies-là qu'on va mettre en place avec des gens qui ont moins de moyens, qui vont vouloir quand même développer un patrimoine et puis améliorer leur logement. Ça se joue aussi beaucoup sur les travaux énergétiques. Est-ce qu'on isole? Quelles fenêtres sont intéressantes à changer? Comment on peut rattraper la mauvaise LED de son DPE? Tout ça, c'est de la stratégie. Ça fait partie de ton métier aussi. Ça fait partie de mon métier. Et ça, je trouve autant important que la personne qui monte son entreprise, qui est passionnée par ce qu'il fait, mais qui n'a pas de comptable. Pour moi, c'est la même chose. J'ai plein de gens que je connais qui me disent oh là là, niveau compta, là, je sens que c'est hardcore, il m'arrive un contrôle fiscal, j'ai jamais fait de truc, les tickets, ils sont dans un sac poubelle depuis 2 ans. Et moi, pour moi, la première chose à faire quand tu as une petite entreprise, c'est de se dire, et moi, c'est l'erreur que j'ai fait au départ, c'est de se dire, mais attends, jamais de la vie, je paye 100 balles pour un rendez-vous, juste pour dire bonjour et m'expliquer 3 trucs, et ensuite, tous les mois, je dois payer 150 balles et tout. Je pouvais pas, ma boîte, elle faisait pas assez d'oseille. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la merde ou qui se retrouvent face à des super problèmes de comptabilité qui peuvent impacter des années et des années après parce qu'ils n'ont pas pris les conseils d'un comptable. Donc ça, pour moi, le premier élément, un comptable, c'est hyper important. Et sur une maison, par exemple, mon vieux manoir, on en a reparlé il y a pas très longtemps, et donc c'est toi qui avais géré tout le dossier du manoir, et à un moment donné, on s'est dit, bon vas-y, on arrive à plus d'1 million d'euros de travaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait chier à continuer à essayer de creuser, etc. Ou est-ce qu'on se dit à un moment donné, 1 million d'euros de travaux, c'est pas possible? On devait pouvoir débloquer des choses, ça s'est pas fait, etc. Maintenant, on a préféré stopper le projet plutôt que d'engager des frais et de perdre de l'argent et de remettre de l'argent là-dedans. Donc ça, c'était ton travail aussi de bien me conseiller là-dessus. Exactement. Et tu vois, si je peux rebondir, j'ai eu encore un appel hier matin de l'agent immobilier qui s'occupe de la vente du manoir, qui m'appelle, qui me dit bon, j'ai des touches, mais c'est difficile parce que c'est quand même en très mauvais état et les gens ont du mal à se projeter sur ce qu'ils peuvent en faire. Et donc, là, pareil, c'est de la stratégie. Je donne à l'agent immobilier pour sa vente en disant nous, le dernier projet qui était le plus cohérent pour ce bâtiment-là, c'était peut-être de raser tout ce qui était en R+1 et de construire sur les fondations qui sont à conserver parce que c'est un soutien de la digue au bord de la Loire qui longe le manoir, de construire une maison au-dessus sur ces fondations-là, de profiter de tout ce qui est encore en bon état en sous-sol, en rez-de-chaussée, et puis ensuite de repartir sur un projet neuf au-dessus parce qu'on avait vu en rénovation, en respectant les demandes ABF qu'on avait négociées et puis à menuiser quand même, c'était beaucoup trop coûteux et puis le projet n'allait pas être satisfaisant. Ils ont quand même fait, faut quand même dire la vérité, c'est vrai qu'ils ont fait quand même un pas vers nous, ils nous avaient dit, on avait réussi à négocier par exemple des détails, mais de pouvoir ne pas remonter une cheminée, de pouvoir enlever un chien assis, de pouvoir, 2-3 trucs où ça te coûte vite 15-20 000 €, la petite fenêtre en plus sur la toiture. On avait réussi à négocier 2-3 trucs comme ça, mais le projet global, c'était quand même démesuré, sans toucher à la plomberie, sans toucher à l'électricité. C'était un projet qui était vraiment trop cher. Ça m'a tellement épuisé, parce que moi, j'ai quand même passé entre 3 et 5 ans avant avec la mairie, où c'était des conseils de discipline, je me faisais défoncer. Vraiment, c'était jugement de valeur à 2000%, les mecs, ils me jugeaient ma sale tête plutôt que le reste. Donc c'est pour ça qu'avec cette mairie-là, je me suis dit, je vends, je veux plus rien faire, même si tout est prêt finalement. C'est ça qui est dommage, quoi. On avait préparé la partie clos couvert et restait ensuite à travailler tout ce qui était fonctionnement du bâtiment parce que même avec ce budget-là, on n'avait pas ciblé quel profil allait pouvoir occuper le bâtiment, on pouvait pas en faire un ERP. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est le gros souci de notre patrimoine qui tombe en désuétude, qui s'abîme.
et qu'on a du mal à valoriser parce que tout de suite les travaux sont très coûteux. Déjà du placo, c'est coûteux à mettre en place, mais quand on doit mettre du tuffeau et qu'on doit les faire dans le règle de l'art... C'est que là, on va avoir un bâtiment qui va finir par s'écrouler, qui va devenir une ruine, et un jour, ça sera simplement un tas de pierres dans un champ où il y aura de l'herbe qu'on va repousser dessus. Alors que si on nous obligeait pas à mettre telle épaisseur d'ardoise comme le château de Chambord qui fait 3 cm, plus tel tuffeau, tel truc, si on nous laissait faire du moins cher, on aurait peut-être qu'il serait déjà en train de revivre ce bâtiment avec des gens à l'intérieur. Bon ça c'est comme ça, mais le conseil d'un architecte que j'avais pas au départ, moi je partais dans tous les sens, je commençais à faire des travaux moi-même et tout, et en fait je me lançais dans un truc que je connaissais pas. Mais la différence c'est que moi j'avais quand même déjà ma maison principale, je continuais à faire d'autres trucs, mais ce qu'il faut je pense s'en rendre compte, et mais il y a énormément de gens qui vendent leur maison pour en racheter une autre, ils ont un délai comme ça, il y a tel budget travaux, il n'y a pas un centime de plus, et là ça peut être une catastrophe. Quand tu arrives dans une nouvelle baraque, t'as qu'une pièce que tu as un peu aménagée, et là du coup t'es plus du tout dans les clous. En gros, à quelle phase les gens font appel à une boîte comme la tienne? Le plus tôt possible est le mieux, parce que vraiment tout ce que je disais avant, la stratégie, elle est à mettre en place dès le début. Presque avant le compromis quoi. La visite pendant qu'on est en compromis est intéressante. Est-ce que le projet tient la route? Est-ce que le montant de travaux il est bien ciblé par rapport aux attentes du maître d'ouvrage? Voilà, on a de tout et on retrouve de plus en plus de moutons à 5 pattes sur ces projets-là quand les clients ils s'acharnent à vouloir faire quelque chose, comme tu le disais, où finalement ils n'ont pas les sous, ils vont dire non mais t'inquiète pas, je m'occupe du carrelage et puis les portes je les poserai moi-même, et puis il y a des choses qui sont pas anticipées parce que nous on se dit on limite notre prestation aussi pour qu'elle soit la moins chère, par exemple au clos couvert, c'est pas bien, on n'aime pas faire ça, mais de temps en temps on a des projets où on est obligé de le faire. Clos couvert, donc je parle mur, toiture, charpente, menuiserie extérieure, et puis ensuite ils s'occupent du reste et on se retrouve avec des clients qui nous rappellent en disant oui et ça marche pas, je voulais mettre mon carrelage mais par rapport à ma menuiserie, la hauteur est pas bonne, et parce qu'on n'arrive plus du coup à avoir cette synthèse générale pour cette construction-là. Donc c'est mieux de nous faire intervenir dès le début et de voir cette bonne stratégie dès le départ, de bien cloisonner les missions, d'avoir cette passation avec du conseil ensuite pour la suite. Et s'il y a des clients qui souhaitent faire de l'autoconstruction, qui souhaitent faire des aménagements eux-mêmes, si on a pu le maîtriser un petit peu au préalable, ça évite les bêtises. Ça voilà, je pense que ça c'est vraiment le meilleur conseil à donner, c'était vraiment l'objet principal de cette vidéo, c'est de dire les gars, quand vous vous lancez dans un truc, quand vous voulez faire un projet, il y a des gens qui sont très forts, il y a des gens, moi je connais des gens, ils ont 20 ans, t'as l'impression qu'ils ont 20 ans d'expérience. Donc eux, qui se débrouillent parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui se lancent sans trop savoir, en se posant 1 million de questions, et franchement c'est pas le prix que ça va coûter, que toi tu te déplaces, que tu viennes, que tu dresses un rapport en gros en disant je pense que si, je pense que ça, et ça peut vraiment beaucoup aider pour garder son enveloppe travaux ou la changer, se dire c'est peut-être maintenant pendant le compromis de voir avec la banque s'il n'y a pas moyen de faire un peu plus, un peu moins, réadapter ou rallonger la durée du truc. Je pense que c'est pas le prix que ça coûte, et après libre à vous de choisir si c'est toi qui interviens pour faire venir des entreprises ou faire des plans. Là c'est vraiment top parce que il y a des fois tu peux travailler avec moi sur des projets où tu vas me fournir des plans, me donner des idées, et après je vais me débrouiller avec ma propre entreprise qui va faire la façade, plus une autre que je connais qui va faire ça, et des fois c'est carrément toi, comme la petite maison qu'il y a dans les vignes du château, tu vas gérer complètement les artisans qui vont refaire les murs, qui vont faire la charpente et tout le bazar. C'est toi qui vas pratiquement tout gérer quoi. Nous on fait des faisabilités à titre du coup professionnel et aussi pour les particuliers, mais les faisabilités professionnelles ça va même plus loin, on fait des audits de bâtiments entiers où on va visiter le bâtiment. On a par exemple une boîte sur Nantes qui nous appelle et qui nous dit nous on fait venir des investisseurs, par contre on voudrait acheter ce bâtiment là, on veut être sûr que sur 8 ans il nous coûte pas 300, 400 000 euros de travaux à faire des modifications à droite et à gauche. On audite le bâtiment et puis on dit attention, là dans 3 ans il faut quand même peut-être changer les menuiseries extérieures, ça va vous coûter 200 000 euros parce qu'on voit les joints, ils sont en train de morfler, et donc vous allez avoir une perte énergétique et une vétusté qui est anormale pour le bâtiment, qui va faire décoter aussi la valeur du bâtiment. Eux ils l'utilisent comme argument pour acheter. Voilà, pour la négociation, et puis ils lancent une campagne de travaux ensuite par la suite. Ça s'appelle une faisabilité. Et ça tu le fais aussi pour des particuliers? On le fait aussi pour des particuliers. Tu as un terrain, tu me dis qu'est-ce que je peux construire dessus, j'ai tel montant de travaux, et bien on va projeter cette construction-là et dire voyez ce que vous pouvez faire dessus, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non, et puis ensuite, encore une fois, libre au client de travailler avec nous ou pas, mais il sait ce qu'il peut faire, à quel prix, moyennant 10% plus ou moins, il sait que urbainement, il sera dans les clous aussi s'il se lance dans ce projet-là. Bon, franchement, tu as répondu à toutes les questions. Je pense que là, il n'y a plus de secret. N'hésitez pas, même à la fin de la vidéo, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir, ça peut être une partie 2, vous pourrez répondre à des questions dans les commentaires en tout cas.
cas, faudra pas hésiter. Donc là, on est dans la dépendance de la maison de YouTube et tu nous as préparé donc des plans sur ce qu'on peut éventuellement faire. Exactement. Si on peut se promener pour te montrer un petit peu, je te donne un plan entier, j'en garde un pour moi. Et puis on va commencer sur cette partie-là. Là, la grange, elle est comme ça. Exactement. Ta demande, c'était de peut-être te produire ici un logement de tourisme ou un logement d'appoint, saisonnière, longue, enfin après ça, tu t'en adapteras, mais un logement qui puisse être compatible avec la maison qui va être louée à côté. Nous, ce qu'on a commencé à travailler, déjà, c'est d'exploiter toute cette partie-là qui est beaucoup plus divisée. Hein. C'est ici qu'on avait une bergerie avec la production de fromage sur la droite, qu'on peut utiliser plus comme partie nuit, comme partie secondaire, donc qui va être un petit peu moins bruyante et un petit peu plus discrète avec le voisinage. Cette double porte là qui est dans l'entrée, elle se prête bien à du coup pouvoir faire cette circulation avec la cour qui va être commune ou divisée. Ça sera à statuer après avec le fonctionnement de cette maison-là. Je pense que là, l'idée, comme on avait déjà dit dans les anciennes vidéos, ça va être comme ici, comme tu dis, logement court, moyenne durée, voilà, peut-être du Airbnb, peut-être des gens qui vont venir pour quelques mois. Et ici, par contre, location longue durée, peut-être une famille qui va venir. Et je pense que, comme on disait au départ, faire 2 logements, c'est peut-être compliqué avec les compteurs d'eau, les compteurs électriques, les cloisons, les travaux. Donc je me demande si on va pas simplement bien rénover la maison, mettre un truc bien à jour à l'intérieur et la louer pour une famille qui a 3 enfants, par exemple. Et ici, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, en termes de nuisance sonore, donc c'est cool parce que tu as pensé à ça et tu as adapté le projet en fonction de ça aussi, quoi. Exactement. Sur cette première section, donc on rentre et là, on aménage vraiment ce qui est distribution de la maison. Donc là, on est là. Voilà, on est là. L'objectif, c'est de trouver une buanderie en partie avant ici. Voilà, une cloison ici, juste derrière la ferme. Une première salle de bain qui serait complètement cloisonnée et attribuée à la chambre qui va être à côté. On le reverra après. Ah ok, d'accord, ok. Donc là, on voit qu'il y a un mur là, baignoire, toilette, lavabo. Et là, il y a une ouverture dans le mur. Exactement. Et puis un dressing d'entrée là pour se déshabiller quand on arrive. Et de l'autre côté, le sanitaire et une salle de bain aussi qui soit un petit peu mixte, qui soit attribuée pour la chambre numéro 2 qu'on retrouve derrière ce mur-là. Et puis pour l'espace d'entrée, ça permet de faire un petit peu double usage. On rentre, on a besoin de se laver les mains, d'aller aux toilettes, c'est tout de suite accessible. Okay. Et on a une chambre, on accueille. Surtout si c'est du logement un petit peu touristique, c'est bien à chaque fois d'avoir une salle de bain par chambre. Donc c'est une composition un petit peu mixte pour les deux. Ah ouais, d'accord. Donc là, un couloir à gauche, des toilettes ici. Et une ouverture, et ça c'est pas un truc de ouf à faire une ouverture dans des gros murs comme ça? C'est pas des travaux qui sont économiques. Pour le fonctionnement du plan, c'est plus intéressant. Maintenant, quand on rentrera un petit peu plus finement dans la partie budgétaire, c'est un petit peu des tips sur lesquels on peut venir gratter ensuite et sans trop dégrader le projet. Voilà, et ensuite on passe dans... Ça c'était une demande que tu nous avais formulée, d'utiliser un petit peu ces grandes ouvertures pour faire un énorme salon. Donc je te montre un petit peu le visuel qu'on a produit pour cette partie-là. Voilà. Oh là là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de dégager la vue sur le panorama de ce bâtiment-là. On est sur une parcelle qui est non constructible, avec voilà, le cours d'eau qui passe. Tu as déjà présenté avec le val derrière. Enfin, c'est très sympa. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir sur cette vue-là. Ah ouais, les verrières, je les voyais pas comme ça, mais ouais, excellent. En gros, donc il y aurait la pleine hauteur de la pièce. Voilà. Et là, en fait, là où les poteaux qu'on voit là, c'est les espèces de grands poteaux cylindriques qu'on voit ici. Et du coup, tout ça, ce serait que des baies vitrées, quoi. 3 énormes baies vitrées. On retrouve une partie haute qui est fixe et puis une partie basse après que tu peux ouvrir et qui permet de faire vraiment la transition vers la terrasse et ensuite vers le paysage. Bah là, c'est ce que je m'étais dit dès le départ parce que quand tu arrives là, c'est vrai que là, si tu transformes tout ça en verrière et que tu vois dehors, comme tu disais à l'instant, on est sur un endroit qui est non constructible, c'est-à-dire qu'on risque, puis là, ça fait partie de la maison, ce qu'on voit là. Derrière là-bas où il y a le cheval, ça fait partie de la maison. Donc on risque pas de se retrouver avec un lotissement devant nous, il y a une forêt, etc. Donc c'est vrai que c'est génial, quoi. La vue, elle est folle. C'est le point attractif du projet, c'est-à-dire un grand volume. Si on fait du logement de tourisme comme ça, le grand volume et la vue sur les champs, c'est ce qui est recherché quand on veut louer un Airbnb. Là par contre, les verrières, ça doit faire très très mal. Il y a un petit budget, on en reparlera. Et donc après, on a la transition, on le voit, ce mur est déjà percé, a déjà été consolidé. Là, il a été fermé là au bout. Il a été fermé au bout. C'est un poulailler qui était là et donc on fait une transition avec une ouverture vers la cuisine. Ah d'accord, donc là, en gros, là il y a les poteaux cylindriques qui sont juste devant nous, donc la verrière, donc ça fait 4 verrières en fait. Oui. Et là une ouverture un peu large et là on a une cuisine. C'est ça, qui fait la transition ensuite vers le chemin, enfin vers le passage extérieur où tu peux reculer avec la voiture, décharger tes courses, passer dans la cuisine. Tu profites aussi avec cette belle fenêtre là qu'on pourra revoir à l'extérieur du panorama depuis la cuisine et cette transition vers la grande pièce. Ah ouais, mais là c'est une dinguerie. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là tu nous produis ça en disant, en essayant de t'accorder aussi au budget global du projet. Oui, nous on s'était dit ici un truc un peu large entre 300 et 500 000 euros. C'est ça. De rénovation.
on essaie de rester raisonnable sur tout ce qu'on te propose, moyennant quand même ces grands châssis vitrés, mais qui font toute la maison. Ça fait la photo de couverture sur Airbnb. Après, là où on va travailler, c'est vraiment sur les prestations intérieures, comment on va pouvoir aller équilibrer le budget pour que ça soit autant attractif, avec un beau résultat que économique dans la mise en œuvre. Là, on voit une toiture. Là, quand elle est dessinée comme ça, c'est pas de l'ardoise ni de la tuile. Non, pour le moment, on est resté sur un bac acier ou du zinc. Et ça, la mairie accepterait? Non, aujourd'hui, on n'en a pas la certitude. C'est quelque chose qu'on va confirmer en avançant dans le projet. En fait, ça a la chance d'être existant. Est-ce qu'on pourra le conserver en l'état ou venir le remplacer? On va rentrer plus finement dans ce détail-là du projet, dans la phase suivante, qui est la phase où on va appeler les concessionnaires, travailler les réseaux à l'intérieur de la maison et puis développer cette partie un petit peu urbaine. Ça, c'est un peu des fois des hicks où dans l'urbanisme d'une mairie, ils vont te dire il faut conserver une toiture bleue. Des fois, c'est écrit tout simplement comme ça. Donc, c'est-à-dire que de l'ardoise ou de la tôle, du moment que c'est bleu, t'as le droit. Et c'est vrai que des fois, tu vois des petits villages qui sont magnifiques, un peu vieux, avec des toitures en tôle, tu te dis c'est bizarre, mais c'est parce que le plan d'urbanisme, il est comme ça et c'est tout. Là, c'est pas forcément le cas ici, mais ça peut être quelque chose qu'on pourrait négocier peut-être avec la mairie ou leur dire, bah voilà, on a un super projet, regardez, on va rénover une vieille maison qui est une grange, qui est pas habitée depuis des années. Est-ce que, en contrepartie, pour des raisons de budget, on pourrait conserver la toiture actuelle? Ça se négocie pas tout le temps. Quand c'est indiqué noir sur blanc dans le PLU, on le négocie difficilement. Aujourd'hui, nous, on le considère comme un maintien de l'existant. Si à un moment, avec la mairie, c'est un point d'accrochage, bon, bah, on le modifiera, on passera plutôt sur de l'ardoise. Ça sera plus qualitatif pour le projet de toute façon, ça sera moins économique, mais on le basculera avec des prestations intérieures qui seront différentes. Une toiture comme on peut avoir sur un bout de dépendance à côté en fibro-ciment ou en amiante, je pense pas que la mairie elle soit super chiante pour dire on met du bac acier à la place. Si tu touches pas, on peut pas te l'imposer. Ouais, voilà. Si tu touches et tu dis je vais la remplacer, là, on peut te dire, bah, hop, référez-vous au plan local d'urbanisme. C'est indiqué que pour un remplacement de toiture sur votre zone, c'est de l'ardoise obligatoirement. Bon, bah, voilà, ça, faut bien faire attention parce que ça peut vous être reproché. Et moi, j'ai connu des gens quand j'étais plus petit qui avaient des amendes journalières. C'est-à-dire que tant que le mec, par exemple, il avait fait sa toiture sans travaux, des trucs comme ça, ou une construction, par exemple, là dans le champ, c'est pas constructible, tu montes une maison, tu peux prendre une amende tous les jours. C'est des vrais sujets hein. Dans les petites communes. Souvent, les maires sont un petit peu plus conciliants parce que c'est une base électorale hein, qui cible quand ils vont embêter comme ça des particuliers qui ont fait de l'autoconstruction et qui n'ont pas respecté le plan local d'urbanisme. Mais en même temps, ça permet d'avoir de la cohérence et que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, d'avoir des règles de voisinage pour avoir une commune assez saine. C'est restrictif et c'est important pour la vie en société. En tout cas, là, vu de l'extérieur, c'est incroyable. Bah, avec la terrasse, et alors, on va devoir passer par l'extérieur. Je te montre la continuité qu'on a prévue donc, à ce salon-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le séjour avec cette transition, donc salle à manger, salon... Mais dans cet open space, là, on est d'accord, il n'y a pas de cloison. Non. Avec le billard. Et tu as le passage vers ce qu'on va appeler la master bedroom, avec la chambre, qui donc retrouve cette salle de bain qu'on avait ciblée dans l'entrée, juste derrière le mur ici. Et là, on a produit une petite coupe perspective pour te présenter cette partie-là. Et donc là, pour l'instant, on abandonne le projet mezzanine. Parce que là, du coup, tu rentres dans un truc où il y a assez de chambres finalement. Nous, on a produit 2 chambres doubles avec potentiellement un dortoir. C'est-à-dire que sur la partie là-bas, c'est celle qui se prête le plus à la mezzanine pour avoir des couchages supplémentaires. Voilà, là, il y a une grosse chambre quand même. Là, il y en a une deuxième. Voilà. Et là, il y en a une qui pourrait accueillir plus de monde. Voilà, on pourrait aller à 4 personnes, 5 personnes sur cette chambre là-bas. La mezzanine ici, en fait, elle va être coûteuse et elle sera pas intéressante pour le développement de la surface, qu'on aura du mal à en faire vraiment du couchage. Elle casse en plus le volume de la pièce. Non mais tu vois, moi c'est une idée, quand je suis rentré dans cette pièce-là, je me suis dit, vu la hauteur, est-ce que c'est pas intéressant d'en profiter? Mais c'est ça aussi l'intérêt d'un plan, c'est de se dire, le projet, quand il est avancé, qu'il est sur le papier, en fait tu te dis qu'une chambre double, une deuxième chambre double, on est à 4 personnes, là 5-6, ça veut dire qu'on est potentiellement quelque chose qui peut aller vite vers du 10 personnes, surtout si dans ce gros salon, tu commences à mettre un coin canapé avec des trucs dépliants, tu sais. Moi, il y a 1 million d'Airbnb où j'ai été où ils te disent 4 places, mais t'as qu'une chambre et dans le salon, il faut déplier le truc, quoi. Ouais. Donc là, tu peux aller peut-être jusqu'à 10-12 personnes. Et c'est vraiment le projet d'avoir 10-12 personnes ici, quoi. Sur celle-ci, par exemple, on sait qu'on a du potentiel. Aujourd'hui, on a mis du placard. Est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on mettra plutôt un lit simple pour faire une chambre de 3? Bon, voilà, c'est des optimisations qui sont possibles. Ouais. La transition qu'on veut créer après avec la master bedroom et puis le salon, c'est cette terrasse arrière avec du coup un espace peut-être spa où on profite des ruines
qui sont de chaque côté de la maison, là, qui sont dans le prolongement de cette grande pièce, pour venir faire une terrasse un peu plus intimiste avec un espace bain que tu peux retrouver directement en face de la chambre. On retrouve ici du coup la transition grande pièce. Donc là, ce mur-là, c'est celui-là. Exactement. Grande pièce et puis chambre. Et on voit à travers la baie ici la petite terrasse, le jacuzzi enterré. Bon là, notre objectif c'est de faire un petit peu rêver. Est-ce qu'on fera un jacuzzi enterré? Dans quelle disposition? Le jacuzzi il peut sauter si c'est trop cher ou la terrasse. L'idée c'est de proposer cette version-là en disant bon voilà, cet espace-là peut être un petit peu plus intimiste et une transition pour dire bah voyez, vous louez ici, vous avez des espaces supplémentaires. Ce qui intéresse souvent en ce moment c'est d'avoir un espace spa avec un jacuzzi et là les locations elles partent tout de suite l'été. Ouais, carrément. Ah non mais là c'est cool parce que vous voyez la maison principale, on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Moi le gros intérêt de travailler avec un architecte c'était ici quand il y a des questions à se poser, comment faire, changer la destination du bien, la toiture, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va être accepté. Ça c'est son taf, c'est lui qui par son expertise va pouvoir négocier, va pouvoir trouver les bons textes de loi, savoir comment faire, par quoi commencer. Là où moi honnêtement j'ai un peu l'habitude de faire des travaux mais là je suis un peu perdu sur un projet quand même assez gros comme celui-ci. Par contre la maison principale c'est notre boîte dans le bâtiment à nous, de notre groupe La Boiserie qui va s'en occuper. Changer les menuiseries, changer les portes, couper un bout de cloison pour faire une grande cuisine, commander des literies et une cuisine aménagée, la poser, voilà, rebidouiller peut-être 3 ardoises sur la toiture et mettre une terrasse à l'extérieur. Ça on sait le faire. Pour nous et pour ce qu'on sait faire, on n'a pas le besoin d'un travail d'architecte qui va nous coûter de l'argent. Mais là, pour un endroit comme ici, là, on ne sait pas par où commencer, quoi. Moi, je fais une dalle en béton, je mets 3 ponts et je fais un atelier ici, tu vois. Là, je fais 3-4 ouvertures, pneus, distribution, moteur. Et là, tu mets 3 ponts et puis tu t'ouvres un feu vert. Ouais, voilà. Tu ouvres un feu vert, tu fais un parking et voilà. Et bon, là, niveau plan d'urbanisme et tout, à mon avis, c'est mort. Ouais, je pense. Ça va être compliqué à négocier. Parce que dans l'autre sens, c'est pareil. Quand tu as une habitation, tu peux pas en faire un truc professionnel. Non. Enfin, les PLU proposent des plans de zonage, imposent des plans de zonage avec des zones qui sont réparties pour de l'habitation, pour de la zone d'activité commerciale. Voilà. Enfin voilà, il y a vraiment des réserves et on ne peut pas mettre n'importe quelle activité dans n'importe quel endroit de la commune. Ça va aussi maintenant avec le zéro artificialisation, c'est-à-dire qu'il y a des réserves, ils ont dit bon voilà, jusqu'à telle limite vous pouvez faire des entrepôts, au-delà vous pouvez plus, par contre ici ça sera que des entrepôts, on ne viendra pas faire un lotissement. Moi une fois j'ai failli racheter un gros bâtiment qui était une ancienne boîte de nuit et j'ai été voir la mairie, pareil, hein, ça je le dis souvent dans les vidéos, c'est hyper important à mon sens, hein, j'ai eu des grosses surprises avant d'acheter le château qu'on a aujourd'hui. Allez voir les mairies à chaque fois, avant de signer un compromis, faites un rendez-vous avec la mairie. Bon bah pourquoi pas faire intervenir un architecte qui peut donner son expertise et vous faire gagner de l'argent. Chercher, essayer d'apprendre des choses et c'est là moi j'ai eu 1 an et demi d'attente sur le premier château que je voulais acheter parce qu'il fallait remonter dans les registres napoléoniens pour trouver qui était le propriétaire du ruisseau, enfin c'était une merde pas possible. Après il y avait de la mérule dans la toit, dans la charpente, enfin finalement j'ai eu un peu de la chance que me soit évité. L'idée de ce genre de projet c'est toujours de consulter avant, il y a des choses auxquelles on parle pas mais quand on appelle ça frapper d'alignement, les servitudes, c'est-à-dire que tu as des endroits, à tout moment la mairie elle peut réquisitionner et devenir propriétaire d'un bout de terrain qui est devant ta porte parce qu'il y a des tracteurs qui doivent faire des trous tous les 10 ans, passer des tuyaux, des choses comme ça. Mais ça faut le savoir quoi. Le notaire te dit bah vous savez que votre maison est frappée d'alignement, si tu dis oui parce que tu veux signer, tu le sais pas quoi. Et ça arrive, il y a des gens qui ont des grosses surprises. Alors je vais te dire, tu as même la chance aujourd'hui d'occuper le château qui n'est pas classé. Tu avais recherché d'autres châteaux à l'époque, tu avais ciblé qui se prêtaient pas trop à ton activité mais tu l'avais regardé. Ce château-là il est classé ISMH. Donc c'est un classement qui fait que tout travaux à l'intérieur et à l'extérieur du château nécessite un permis de construire instruit par la DRAC. Donc la DRAC c'est la région, Tu peux pas enlever la tapisserie quoi. Et pire que ça, tu fais des travaux dans ta salle de bain, tu dois faire un permis de construire pour le déclarer. Et donc l'avantage du château dans lequel tu es, c'est qu'aujourd'hui tu es dans un environnement classé où l'ABF a un droit de regard général sur ce qui se passe sur ce site-là, mais on t'impose rien dans ton château, ce qu'on pourrait faire si ton château était classé pour le château. Ouais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est à double tranchant quand tu as un bâtiment qui est classé. À la base, quand c'est classé, ça vient protéger l'endroit et amener des subventions pour faire des travaux et l'entretenir dans son état officiel, original. Tu me dis si je me trompe. Mais le problème, c'est que ça t'impose aussi des choses. Par exemple, des ardoises d'une certaine épaisseur. S'il y a un truc à refaire, c'est obligatoirement de tel tuffeau, de tel endroit. Les gouttières, c'est du cuivre et rien d'autre. Et du coup, il y a des gens qui arrivent. Il y en a à côté de mon ancienne maison où j'habitais avant. Il y a un petit manoir comme ça et il y a genre 1 million d'euros de
travaux alors que le truc il est pas trop moche, tu vois. Mais du coup c'est impossible pour les gens de faire les travaux, donc le machin il pourrit avec des trous dans la toiture. C'est à double tranchant quand c'est classé et ça t'empêche toi en tant que propriétaire quand tu veux pas faire une ouverture au public. Pour un château qui est ouvert au public, le château de Brissac, je comprends qu'il soit classé, ça permet aux propriétaires d'avoir des subventions, de pouvoir faire des trucs cool. Quand tu l'habites pas, je trouve que c'est quand même mieux. Maintenant quand tu habites l'endroit. Et pour revenir aussi sur le PLU, le premier local, il faudrait que tu remettes des images, Valentin, notre premier local où on travaillait. D'ailleurs ça c'est pareil, quand vous montez une entreprise, il faut bien faire attention quand ça se développe. Est-ce que vous avez vraiment le droit de travailler chez vous? Quand c'est une petite entreprise, une micro-entreprise, ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à avoir des livraisons, des salariés, des choses, les droits du travail, les accidents, machin, c'est des questions que je me posais pas au début, je savais même pas que ça existait. Mais là, il faut se renseigner quoi. Et le local, le fameux local, avant qu'on arrive au château, il y avait un plan d'urbanisme genre c'était néant. C'est-à-dire que tous les gens de la rue, ils avaient des locaux comme le mien et ils habitaient dedans. Et tu pouvais bâtir sur 100% de la parcelle. Ça n'existe plus quoi. Bah, parce que tu étais au Règlement national d'urbanisme, au RNU. Et le RNU a été remplacé, on appelle le mitage, donc le développement des communes sur les terres agricoles, les constructions qui partaient très contemporaines dans des régions plus rurales avec des constructions plus vernaculaires donc aux traditions un peu historiques. Eh bien ils se sont dit non, il faut de la cohérence et donc les PLU sont arrivés et ont supprimé ce droit à construire un petit peu général que proposait le RNU. De temps en temps les communes elles faisaient quand même des plans de cohérence où elles imposaient parce qu'il fallait pas non plus faire n'importe quoi, n'importe où. Mais tu as des communes qui s'en préoccupaient pas du tout. Effectivement, ça donnait droit à tout. C'est fou. Mais je vais faire un loft un jour dans le mien et je le revendrai pour faire des travaux ici. Incroyable, alors tous ces plans. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après pour nous finalement? Moi, là, tout me va. Hein. Maintenant, évidemment, le truc, ça va être de se dire, est-ce qu'on rentre dans l'enveloppe qu'on s'était fixée? L'enveloppe financière, en gros, c'est ça. Et là, comment ça se passe? Toi, tu vas te démarcher directement des entreprises ou c'est toi qui vas estimer avant? Alors nous, on fait une préestimation, c'est-à-dire que là, donc le projet te convient, on va lancer donc un document qui nous permet de synthétiser l'ensemble des surfaces pour le revêtement de sol, pour le nombre de cloisons, doublages à faire, dans lequel on va mettre des prix types qu'on retrouve de façon générale un peu sur tous les chantiers. Ça va nous donner une enveloppe grossière, on va te la proposer, tu vas nous dire c'est trop cher, c'est bien. J'aime bien ce que tu as commencé par c'est trop cher. Tu commences à me connaître. Il n'y a jamais de ah c'est pas assez cher. Oh putain c'est pas cher, oh bah non du coup non. Franchement je le fais pas le projet parce que là. Non c'est toujours c'est trop cher ou ok c'est bon. Et donc on regarde cette estimation là si ça fonctionne bien et si le projet fonctionne avec cette estimation là, ensuite on part sur les démarches d'urbanisme et ensuite on vient détailler, on vient faire un carnet de plans vraiment précis de ce que les entreprises doivent réaliser pour chaque étape du chantier. Et donc elles prennent connaissance de ce carnet-là pour faire leur chiffrage et proposer leurs services pour le chantier. Bon bah écoute, je crois qu'on a bien résumé pas mal de choses. C'est une vidéo explication qui je pense était intéressante à faire sur la chaîne. En tout cas, trop cool d'avoir le côté archi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Je vois beaucoup de vidéos sur l'immobilier où les gens vous disent ouais faites votre premier achat, achetez un appart, faites ci, faites ça, lancez-vous dans la rénovation, bougez-vous le cul, machin, c'est les mecs les bons motivateurs. Mais ils parlent pas du vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est qu'à un moment donné, t'es devant des plans, t'es devant des budgets. Tu vois, quand tu fais un crédit, pareil, je pense que ça peut être hyper intéressant de le faire avec un banquier, parce qu'on fait un crédit travaux. Bah, c'est pas si facile que ça de sortir l'argent pour les travaux. Faut qu'il y ait un devis, faut que des fois t'avances à titre perso. Là, moi, je l'ai appris pour un bien que j'avais pris 100 000 € de travaux. Bah, je suis con, c'est ici. C'est cette maison-là. Je crois tous les 7 000 €, faut que j'avance 7 000 et après ça m'est remboursé. Donc des fois, si quelqu'un a pas l'argent de dispo, ça peut être compliqué pour débloquer les fonds pour des travaux. Donc c'est pareil, c'est des choses hyper intéressantes et je pense que la vidéo avec un banquier peut être aussi intéressante pour en tout cas les projets immobiliers. Merci d'avoir pris ton temps. Bah écoute, c'était avec plaisir. S'il y a des gens voilà, qui cherchent, qui ont besoin de questions, etc., on mettra dans la description, il faudra chercher un peu, comme ça tu ne seras pas harcelé. Ouais. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, on partage tes coordonnées si tu le veux, d'ailleurs je t'ai pas demandé, mais... Oui, volontiers. Les amis, jouez le jeu comme d'habitude, mais sur cette chaîne, et même sur ma chaîne principale finalement, hein, vous avez toujours joué le jeu, vous avez toujours respecté tout ce qu'on faisait. Merci d'ailleurs pour ça. Donc vraiment, si vous avez besoin, si vous avez quelque chose, mais c'est vraiment pas dans son emploi du temps de pouvoir perdre du temps au téléphone pour rien, n'hésitez pas si vous avez besoin, mais que vous allez vraiment vers un projet, quoi. En tout cas, j'espère qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions, qu'on a fait un peu le tour de ton travail. En tout cas, moi, en tant que particulier, à quoi ça pouvait servir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, parce qu'on est bientôt 500 000. Pas mal, hein. Merci encore les amis, bonne journée à vous, et puis à la prochaine, et n'oubliez pas de appeler un architecte avant de signer un compromis de vente. Merci Lucien.